Amis internautes, bonjour ou bonsoir à chacun d'entre vous, selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission Parole aux leaders sur YouTube ou sur notre site web webtv.usc.bj. Ingénieur agronome forestier de la FSA, Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi, le leader que nous avons l'insigne honneur de recevoir pour ce 3e numéro a obtenu son doctorat en sciences agronomiques à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Il est professeur maître des conférences du CAMES. L'aménagement des pâturages naturels, la gestion des ressources fourragères, l'aménagement des aires protégées, l'étude d'impact environnemental des projets de développement rural sont, entre plusieurs autres, ses domaines d'activité professionnelle. À son actif, il est dénombré plus de 230 travaux de recherche entre 1991 et 2011. Dans un livre du docteur Roland Arhuelete Yaovi-Holou, le préfacier, le professeur Guy Apollinaire Masson a écrit qu'il est un infatigable leader, un rigoureux développeur, un généreux éducateur, un incontestable réformateur, un passionné de la recherche scientifique, le précurseur d'une nouvelle approche sur la politique scientifique pour l'émergence et le développement des nations. Si nous devrions tout dire sur cette personnalité, la Lune nous rendrait visite que nous n'aurions pas terminé. Les connaisseurs, pour le peu que nous avons dévoilé, ont deviné que le leader en invité sur ce plateau aujourd'hui est le professeur Brice Augustin Saint-Saint, recteur de l'Université d'Abomey-Calavi de 2011 à 2017. Professeur, bienvenue dans les locaux de la Web TV, Web Radio. Bonjour, chers journalistes. C'est avec bonheur et plaisir que je visite votre studio. Comment allez-vous? Très bien, je me sens en parfaite santé et toujours décidé à faire quelque chose. Avec les bénédictions divines. Alors, le peu que nous avons eu à dire en payant un peu qui vous êtes, est-ce qu'il y a des mensonges, des contre-vérités ou tout n'est pas dit de façon ponctuelle? Non, sauf que je suis professeur titulaire, non professeur maître de conférences. Enfin. D'accord. Merci, professeur. Je vous en prie. Alors, c'est un parcours élogieux. D'aucuns diraient que vous avez eu l'enfance et l'adolescence très facile, très généreuse pour avoir cette majorité magistrale, comme le signifieraient certains. Professeur, parlez-nous de votre cursus. Ben, comme vous l'avez si bien dit, j'ai démarré au nord du Bénin, à Gamia, c'est un village à une vingtaine de kilomètres au nord de Bembereke. Et après, je crois, 2 années passées à Gamia, j'ai rejoint à Banizon avec un tuteur instituteur, le maître à Calomon, Antoine. Je suis resté à Banizon, je crois, 2 ans. Et après, il a été muté à Abomey. Je l'ai suivi pour finir ma scolarité primaire à l'école publique de Rontondi. Après cela, j'ai rejoint le collège d'enseignement général d'Abomey jusqu'en première. Et après, j'ai rejoint le lycée au fond d'Abomey où j'ai eu mon bac. Et après le bac, j'ai fait mon service patriotique et militaire. Vous savez, à un moment donné, c'est après le bac qu'il fallait partir sur le terrain et aider. Je crois que j'ai été envoyé à Natitingou en tant que jeune bachelier révolutionnaire à l'époque où j'ai enseigné la biologie. Et après, j'ai rejoint la faculté des sciences agronomiques
J'ai fini en tant qu'ingénieur agronome forestier. J'ai fait 2 années de terrain au Carder Borgou en tant que chef service des eaux et forêts, où j'ai dirigé plusieurs aires protégées, les forêts classées de l'OM supérieur, de Warimaro, Montcoufet, les Tequerets, les Tchatchou, les Anakaderet, Agramarou, et puis la politique de reboisement global au niveau de ce secteur qu'on m'avait confié. Puis après, j'ai rejoint l'université en tant qu'assistant stagiaire. Et après, j'ai été en thèse de doctorat à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Et puis j'ai rejoint l'université d'Abomey-Calavi, où j'ai successivement passé la promotion professionnelle de maître assistant, de maître de conférence et de professeur titulaire. Puis bon, après, c'est le service à la communauté en tant que vice-recteur et après recteur. Vous êtes cette année 2017 en train de finir votre 2e mandat en tant que recteur de notre université. Ce parcours que vous avez peint en quelques secondes, il n'est pas facile. Ce n'est pas comme un bébé à qui on donne constamment le lait. Certains déjà en cours de chemin auraient abandonné les bancs, la craie, le stylo, les cahiers. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Bon, je crois que c'est une question de destin. Si certains abandonnent, ce n'est pas forcément parce qu'ils manquent de ressources ou parfois parce qu'ils manquent de volonté, mais les ressources n'y sont pas. Je crois que c'est une question de destin. Je peux dire aussi, je n'ai jamais pris les études comme quelque chose de très difficile. C'est dans la naïveté de l'enfance qu'on suivait tout ça. Après une classe, on passe dans l'autre. Après l'autre, on passe à la suivante. C'est ainsi que j'ai réalisé mes études. Mes parents n'étaient pas, je dirais, outillés outre mesure pour supporter les charges de l'écolage en tant que tel. Donc, je n'ai pas étudié dans les meilleures conditions, tout au moins du point de vue de l'assistance parentale, mais j'aime beaucoup aussi la camaraderie, ce que je n'ai pas du côté des parents. Mon réseau de camaraderie me permettait de combler ces lacunes-là. C'est ainsi que j'ai étudié jusqu'en terminale. D'où vous vient cette passion pour la recherche scientifique? Elle est née quand et comment a-t-elle évolué? Je pense, c'est vrai, j'étais un petit militant étant étudiant. J'ai passé 5 années et demie de ma vie à faire de la politique. J'étais un grand politicien quand j'étais à l'université. Mais dès que j'ai commencé mes travaux de fin d'études à la faculté des sciences agronomiques, je me suis défroqué, si vous me permettez ce terme, où j'ai laissé carrément de côté les activités politiques pour m'occuper essentiellement de la recherche pour laquelle j'étais extrêmement passionné. Et quel était l'objectif en voulant vous impliquer totalement dans la recherche? Bon, disons, j'ai découvert le monde du questionnement, j'ai découvert le monde de la rigueur, le monde du partage de travaux de recherche après avoir mis en place des dispositifs expérimentaux, respecté des méthodologies rigoureuses, conduit des analyses de données complexes. C'est un monde de passion, la recherche. Ça fait que je l'aime, je m'y accroche et j'y vis, je suis épanoui dans ce monde, c'est mon monde. Monsieur le recteur, on dit souvent des grands hommes qu'ils ne marchent pas sans certains principes, sans des convictions données. Quelles sont les vôtres? Moi, ce que j'ai toujours épousé comme valeur
d'abord, valeur humaine, c'est le travail. Le plaisir dans le travail, comme disent les Japonais. Il faut aimer le travail. Il faut s'y mettre, parce que ça éloigne de nous tous les maux, tous les vices, et aussi ça vous apporte la bonne humeur, ça vous amène vers d'autres contacts. Il y a ça. La seconde chose, c'est la rigueur. Lorsque vous décidez de faire quelque chose, faites-le avec la plénitude de votre âme. Soyez rigoureux. Faites en sorte que vous puissiez être traçable. Qu'on puisse vous reconstituer facilement. Et puis, le plaisir de partager, je dirais, ces découvertes, tout ce que vous générez comme nouvelles connaissances, procédés, ainsi de suite. La recherche, cela de merveilleux. Pour un homme d'affaires, c'est quand des chiffres s'ajoutent à des chiffres en banque qu'il est content. Pour nous autres chercheurs, c'est lorsqu'on vous dit qu'un papier est sorti en votre nom que vous êtes content. J'ai commencé à publier déjà en tant qu'ingénieur sur le terrain. Donc, je n'ai pas attendu de venir à l'université avant de lancer mes toutes premières publications. Donc c'est quelque chose que je faisais déjà depuis 1988. Ah. Certains d'entre nous n'étaient même pas encore nés. Mais j'étais aussi tout gosse. Dans nos recherches pour faire cette émission, on a lu certains documents qui disaient que de 91 à 2011, vous avez publié ou participé à la publication de plus de 230 recherches en 20 années. Comment faites-vous? Où trouvez-vous les ressources essentielles pour vous consacrer à ces travaux-là? D'abord, un bon docteur, un bon enseignant qui vient à l'université devient un mendiant des projets. Le bon enseignant qui vient ici, qui dit non, si le gouvernement ne me donne rien, je ne fais rien, est un mauvais enseignant, est un mauvais exemple. L'enseignant doit se battre pour trouver les ressources, pour nourrir sa passion, la recherche. Nous sommes formés pour cela. Personne n'est formé pour dire je viens faire du syndicalisme pour attendre un État qu'on me donne la main. Si vous allez aux États-Unis, mes collègues courent dans tous les sens pour aller chercher de l'argent. J'ai fait l'Europe, on court, tous mes enseignants courent dans tous les sens pour aller chercher les ressources financières nécessaires pour financer les travaux de recherche. C'est ce que j'ai fait. Donc, avant même que je n'ai la thèse, j'avais déjà gagné les premières bourses de l'IFS. C'est un fonds compétitif au niveau international. C'est International Foundation for Science. C'est une institution suédoise et vous appliquez. Donc, déjà en tant qu'ingénieur, j'en avais eu, d'autres collègues aussi, Joseph Onquigan, je le connais aussi, l'avait eu, et après j'ai poursuivi dans cette lancée. J'ai tout le temps gagné des petits, des moyens, des grands projets, les projets de l'Union européenne. J'en ai gagné 3 fois, c'est des projets hautement compétitifs et c'est des projets pour lesquels vous gérez jusqu'à 200 millions que vous rapportez à votre pays. Le projet Flore du Bénin, vous ne le savez pas, c'est 1,3 milliard et quelques millions posé par le gouvernement néerlandais et je l'ai gagné. Et c'est ça qui a permis de construire l'herbier national, de former des docteurs en botanique et ainsi de suite. Et puis bon, que sais-je encore. Étant recteur aussi, j'ai dit, en 2012, le premier projet qu'on a gagné pour l'obtenir en 2013, c'est le projet de près d'1 milliard de 2500 climatiseurs. Ce n'était pas gagné d'avance, puisque nous sommes l'une des rares universités compétitrices à gagner ce projet du gouvernement chinois. Et je vais inaugurer demain un autre grand projet qu'on a gagné à Mastercard, c'est 6 millions de dollars, c'est-à-dire près de 4 milliards que j'ai ramené encore. Donc, c'est ma vie, c'est-à-dire. Vous parlez là des acquis pour l'université, des acquis aussi pour vous en tant que professeur, des prix, des récompenses, des tableaux d'honneur, des trophées. On n'en compte pas depuis que vous avez pris ce fauteuil de recteur de l'UAC. Est-ce
qu'il y a certains en particulier qui vous ont marqué, qui vous ont fait sentir bien? Ben, je peux dire, bon, je ne suis pas vraiment un homme de pancarte, hein. J'aime pas trop les décorations, les prix. Bon. Je vais presque dire que ça s'impose à moi. Je me rappelle encore quand je finissais ma thèse, et mon patron me proposait le premier prix pour aller soumettre ma thèse et gagner un prix. Je dis non, patron, vraiment, ce n'est pas des choses qui m'intéressent énormément. Moi, je veux d'autres choses. Je veux gagner carrément des bourses pour conduire mes travaux de recherche. Je veux aller en compétition, trouver de l'argent et développer un laboratoire de même taille, de même grandeur, si pas plus, que ce que j'ai vu chez vous, les Blancs, en Belgique, Paris tenu. Donc c'est ça, ce qui fait que c'est dans un processus normal pour moi. Il n'y a pas tellement de... peut-être le tout premier, quand j'ai eu le tout premier, comme je vous l'ai dit, étant jeune ingénieur, et que l'IFS a dit, ben, tiens, tu as gagné, je ne sais plus à l'époque, c'était 12 000 $. Bon, ça m'a fait un effet. Le dernier aussi, à cause des circonstances, du fait que je ne connaissais pas très bien le prix, avec combien de compétiteurs j'y étais, tout ça, bon, ça m'a fait un effet, bon, mais globalement. Il n'y a pas autrement, c'est votre dévouement au travail, votre passion qui appelle ces prix-là. Vous ne les recherchez pas, en fait. Non, on travaille et puis on répond aux appels à projets et vous soumettez et puis vous avancez. Avant de commencer par aborder le deuxième volet de cette émission Parole aux leaders, une dernière question. Entre-temps, vous avez flotté un peu avec la politique en étant jeune étudiant. Ouais, maintenant, vous partez, vous quittez, vous laissez le poste de recteur. Est-ce que cette envie ne vous revient-elle pas, genre vouloir devenir député, pourquoi pas travailler dans un gouvernement, briguer à la présidence dans quelques années? Pas du tout, parce que on recherche là où on est le plus épanoui. Et là où moi je suis le plus épanoui, c'est lorsque je suis avec mes collègues, je suis devant mes étudiants, je suis avec eux lorsque je suis dans la nature. J'ai fait les sciences naturelles, la foresterie, donc j'aime être dans la nature, en compagnie des oiseaux, des animaux d'une manière générale, dans la végétation, arpentant les pentes des collines. Là, c'est mon monde. C'est là où vous êtes en vie. Ouais, alors, avec tout ce qu'on vient d'apprendre, tout ce qu'on sait de vous, il n'est pas utile de vous demander encore ce que vous laissez à la génération, qu'elle soit actuelle, future, etc. Mais qu'avez-vous à nous dire, à nous, qui nous disons jeunes et qui avons encore un peu d'énergie pour peut-être marcher dans vos pas? Le slogan de l'UAC sous mon règne, c'est travailler, travailler, travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Il n'y a pas un autre secret pour réussir dans la vie, c'est le travail. Travailler, d'accord, mais certains ils disent il faut que je travaille, il faut que j'y arrive, la persévérance est mienne, mais chaque fois on tombe, parfois le désespoir s'installe. Il y a un livre qu'un auteur américain a écrit, André Darcy, et il dit The secret of success is not a secret. Le secret du succès n'est pas un secret. Et si vous lisez ce livre, il a raconté la vie de pas mal de gens qui ont eu une évolution telle que vous venez de la présenter. Échec après échec, échec après échec. Mais ils ont un moral d'acier. Ils ont une conviction beau fixe. Ils savent là où ils veulent aller. Comment structurer ses moyens pour y parvenir. Prenez même l'un des présidents les plus cités des États-Unis, Abraham Lincoln. Mais il a échoué partout. À pas mal d'élections, à divers niveaux, mais il s'est dit, j'irai toujours de l'avant. Et il a fini par gagner les élections des États-Unis. Il y a pas mal
La fondation Rockefeller, vous en avez entendu parler. C'est quelqu'un qui a commencé en vendant des oies que son papa lui remettait, tout pauvre. Et il faisait de petits dollars sur les oies qu'il vendait. Et tout doucement, il économisait, il faisait tête. Mais sa vie n'est pas une vie sur du velours. Vous devenez l'homme le plus riche à son époque des États-Unis. C'est tout le temps ainsi. L'échec vous apprend énormément de la vie. Vous en tirez plus même de leçons que la victoire. Donc, il n'y a rien à faire. Il ne faut jamais se décourager. Never give up. Donc, vous devez, coûte que coûte, tenir et accomplir votre destin sur cette terre. Merci pour ces conseils assez importants et primordiaux pour nous en tant que jeunes. D'ici 10, 20, 30, 40 ans, quelle image voudriez-vous avoir de notre université, de nos universités, qu'elles soient publiques ou privées au Bénin? Non, l'université, ce n'est pas forcément des marbres, de l'ivoire par-ci, par-là. C'est de faire en sorte que quand on vient à l'UAC, on finit sa formation à l'UAC, qu'on puisse être utile pour la nation, qu'on puisse éviter la déprime, qu'on puisse se dire, mais tiens, j'ai fini l'UAC avec énormément d'optimisme. J'ai fini cette université, mes études dans cette université, j'ai été bien outillé que pour créer moi-même mon entreprise, que pour bien me vendre auprès de ceux qui veulent m'employer. Je crois que si nous réussissons à donner cet espoir à tous ceux qui passent par cette université, ben je dirais qu'on aurait réussi notre mission. Donc le rôle revient plus aux enseignants, aux professeurs qui sont à l'université qu'aux amphis que les gens réclament, qu'aux tables et bancs ou qui n'existent pas en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il faut savoir se donner des objectifs. Bien entendu, il y a ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Parce qu'au officier de ces grands objectifs, il y a un certain nombre je dirais, de matériel que vous allez réunir et construire votre édifice. Entre autres, les infrastructures, aussi bien les salles de classe, les amphithéâtres, mais aussi les laboratoires bien équipés et avoir un bon taux d'encadrement. Vous voyez, je crois que c'est tout cela qui permet d'atteindre de très grands objectifs. Nous sommes déjà, mesdames et messieurs, chers internautes, à la fin de cette émission Parole aux leaders qui a reçu pour vous le recteur Brice Sassin. Mais avant de le laisser partir, nous voulions quelques dernières phrases pour le chemin, pour la route, comme on dit chez nous. Il n'y a pas de problème. Nous voulons rester dans le créneau de l'éducation. Nous voulons que de telles études et émissions se poursuivent pour présenter non seulement les hommes, c'est vrai, parler de soi, c'est une bonne chose. La jeunesse en apprend énormément, mais il faut aussi aller dans les laboratoires. Il faut aussi aller dans les salles de travaux pratiques. Il faut aussi aller rencontrer ceux qui ont fini et qui sont heureux, qui ont pu trouver quelque chose, qui ont pu créer quelque chose. Ceux qui n'ont pas réussi et les raisons de leur insuccès à la fin de leurs études ici. Bref, montrer toutes les dimensions possibles de ce qui entoure l'éducation et la formation ici au niveau de l'académie, au grand public, à la nation, pour que chacun puisse avoir une idée la plus précise possible de l'université et du rôle de l'université au sein de notre nation, une université citoyenne de sa nation. Une mission noble que nous allons bien nous consacrer à accomplir jusqu'à terme. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes à la fin de ce numéro 3 de votre émission Parole aux leaders, qui a eu le privilège de recevoir le recteur, professeur Brice Augustin Sassin. Merci à vous et à la prochaine.